Et octobre, bonsoir. On voit que Pessah approche, n'est-ce pas? On est épuisé, j'aime bien le mot. On appelle la transitivité. Elle prépare et nous, on va devoir manger, vous imaginez un petit peu. Et on brique aussi. D'accord. On fait partie du même club, alors je vois. La thématique donc, que nous allons aborder ce soir, c'est la jalousie dans la fratrie. Alors bien sûr, quand on arrive sur un thème de ce type, on a tous en tête, en premier lieu, l'idée de nos enfants qui se disputent, mais on va peut-être quand même élargir le sujet et voir que la jalousie dans la fratrie, c'est pas nécessairement quand les enfants sont petits, ni même quand ils sont préadolescents, ni même quand ils sont adolescents. La jalousie dans la fratrie, au fond, c'est une histoire qui peut traverser toute une vie, et on va essayer quand même aussi d'aborder ces différents points. Commençons d'abord par des histoires de Torah. Alors, je sais que la plupart du temps, dans les cours, j'ai fort peu de temps, et il y a tellement de choses à dire que on n'a pas toujours l'occasion de voir où les enseignements prennent leur source. Mais là, en l'occurrence, pour la jalousie, on va s'arrêter un tout petit instant et voir, puisqu'on a des textes quand même très clairs qui nous parlent de jalousie. En effet, l'histoire du peuple juif commence avec une histoire de jalousie, Yosef et ses frères, et l'histoire de l'humanité commence aussi avec une histoire de jalousie, l'histoire de Caïn et de Abel, Caïn et Abel, et on va voir que ça va avoir des incidences quand même extrêmement intéressantes. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet en tant que tel, arrêtons-nous sur ces deux histoires et voyons un petit peu qu'est-ce qu'on en tire. D'abord, l'histoire de Caïn et de Abel, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Eh bien, Caïn, donc, invente le korban. Il invente le concept de l'offrande. Caïn, en effet, dit le texte, va amener une offrande, traduit différemment. Caïn invente cette idée que, en renonçant à quelque chose qui est à nous, on peut se rapprocher de l'autre. C'est ça le principe d'offrir. Il y a un portable qui portabilise. Caïn invente cette idée que, en renonçant à quelque chose qui est à soi, eh bien, on se rapproche de celui vers lequel on apporte les choses. Et donc, il invente le korban. Il est celui donc qui va amener cette offrande à Dieu. Son frère Ével va l'imiter, c'est un imitateur. Et le texte nous dit que Dieu se tourne vers l'offrande de Ével, son petit frère, et donc Caïn le vit extrêmement mal. Et donc, que se passe-t-il derrière? Eh bien, il y a ici le premier meurtre de l'histoire. Caïn va tuer son frère. Il y a un développement passionnant à faire sur ça, parce que les enjeux sont bien au-delà de juste une jalousie dans la fratrie. On est à l'aube de l'humanité. Il y a un midrash très intéressant qui dit que cette histoire a lieu le soir de Pessah, alors que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au fond, de la même manière que Pessah, c'est le point de départ d'une histoire, eh bien, c'était l'enjeu du point de départ de l'histoire qui se jouait entre les deux. Mais, si on prend les choses à un niveau plus basique, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Caïn ne supporte pas l'attitude qu'a Dieu vis-à-vis de son frère. C'est-à-dire, il considère que c'est pas comme ça que ça aurait dû être. Et on pose ici donc déjà le premier point qu'on va revenir vers tout à l'heure, sur lequel on va revenir, pardonnez-moi, tout à l'heure. C'est que dans la jalousie, bien sûr, il y a dans le point central de la jalousie, il y a la figure du parent, la figure du père, la figure de la mère, et la manière dont l'enfant se sent perçu dans le regard des parents, à travers la manière dont le parent regarde l'autre. C'est-à-dire que Caïn n'a pas vu ici que Dieu se tourne aussi vers lui, il est prêt à se tourner aussi vers lui, mais il a vu que Dieu se tournait d'abord vers Ével. Et donc à partir de cela, il a voulu en tirer des conséquences. Il s'est dit donc ça veut dire, et ça c'est pas supportable. On reviendra là-dessus si vous le voulez par la suite.
aussi dans l'histoire de Yosef, c'est la même chose. À aucun moment la Torah nous parle des frères de Yosef comme étant des enfants qui sont malmenés, des enfants qui n'ont pas de droit. Seulement il y a ici comme une forme de préférence, et c'est celle-ci qui dérange. Mais au fond, en quoi le regard différent que le père porte sur Yosef dérange-t-il ton confort? On aurait pu imaginer la jalousie si l'autre a ce que tu n'as pas, et ce que tu n'as pas est un manque. Or, a priori, il n'y a pas de manque. À aucun moment, on a l'impression que le père regarde moins ses autres fils. Mais il le regarde différemment, ce Yosef. Eh bien, c'est pas supportable. Sur la base de ces deux enseignements, je voudrais commencer donc ma réflexion avec vous. Lorsqu'un enfant paraît, il apparaît dans une famille, et pendant tout un moment de son existence, eh bien, il va y avoir un regard un petit peu focal de ses parents sur lui. Soit parce que c'est l'aîné, et donc il est le seul, il est celui qui a transformé cet homme et cette femme en père et mère, c'est énorme. L'aîné, il a une responsabilité incroyable, c'est qu'il nous a transformés. Il a fait que, brusquement, nous sommes au même niveau que nos propres parents. Parce que nous étions couple, ils sont couple, mais ils sont parents. Et puis maintenant, avec ma naissance, l'aîné, garçon ou fille, il n'y a aucune différence, j'ai fait qu'ils sont en face à face avec leurs propres parents. C'est énorme. Et puis chaque enfant, en quelque temps, en tout cas, il y a une focale sur lui. Il est le nouveau, il est différent des autres, puisque encore bébé. Et puis à un moment, l'enfant va se retrouver à l'intérieur d'un système. Et dès le moment où je me retrouve dans un système, je me pose systématiquement une question, c'est quelle est ma place? Quelle est la place que j'ai à l'intérieur de ce système? Et l'enfant va chercher par tous les moyens à vérifier de manière permanente qu'il a une place. Et il va vouloir savoir de quelle manière le parent l'aime, et il sera donc dans des études comparatives pour faire des déductions qui, au fond, sont généralement totalement subjectives. Ça veut dire que l'enjeu numéro un pour nous parents est avant tout de savoir le besoin que l'enfant a d'être rassuré de manière récurrente sur la place qu'il occupe, et que c'est peut-être ça l'essentiel de ce qui construit l'équilibre d'une famille. Ce qui construit l'équilibre dans une famille, c'est que chacun sache qu'il a une dimension particulière et unique. Vous savez, c'est très intéressant, parce que dans la Torah, vous constaterez qu'à aucun moment, on ne parle de parents. On parle de la mère, on parle du père, on parle du père, on parle de la mère, on parle de notre voix à tous les deux, mais le terme de parent n'existe pas. Vous voyez pas le mot de horim? On ne le voit pas. Dans la fameuse histoire de ce que l'on appelle l'enfant dévoyé rebelle, le Ben Sorer ou Moré, eh bien, on parle de Tasubo Aviv Veimo, son père et sa mère le prennent. On parle chaque fois du père et de la mère et du père, ensemble. Mais à aucun moment on ne dit pas le Tasubo Horav, ses parents. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si à un moment je dis qu'on s'appelle des parents, il y a une forme de dépersonnification qui existe. Je suis un parent, non, je suis le père, tu es la mère. Et en plus, j'ai un prénom, tu as un prénom, chacun d'entre nous. Il en est de même pour l'enfant. L'équilibre d'une famille, c'est donc savoir que j'ai une place unique. Et l'enfant est en doute dès le moment où il voit une attitude qui semblerait lui montrer qu'il n'a plus de place. La jalousie commence d'abord par le besoin que nos parents signifions à nos enfants qu'ils ont une place. Point de départ. On va voir par la suite la problématique de la jalousie qui existe même lorsqu'on sait qu'on a une place, mais ça va être le point de départ. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, on va faire la même chose que ce que l'on fait dans notre couple. C'est-à-dire, on va dire à l'autre qu'il a une place. On va le lui exprimer. On va adapter, bien sûr, notre langage à l'enfant
Lorsqu'on est dans un couple, eh bien, on dit des mots qui montrent à l'autre qu'il est ou quelle est la personne la plus importante du monde. Chaque fois que je pense à toi, mon cœur bondit, enfin, je sais pas. Oui, c'est des mots, c'est pas juste dans les livres. Alors bien sûr, si vous faites un copier-coller de ce que vous avez vu dans les films, c'est un peu moyen. Hein. Mais à chacun d'entre nous d'être capable d'inventer les phrases qui montrent à l'autre qu'il est totalement unique. Comment l'autre est totalement unique? Parce que les mots que je te dis, je ne pourrais jamais les dire à un tiers. Il n'y a qu'à toi que je peux les dire. De la même manière, l'enfant doit entendre ces mots. Alors, ça donne quoi? Ça donne... qu'est-ce que je suis content d'être le papa d'un petit garçon aussi sympathique que toi? Qu'est-ce que ça me fait plaisir quand je te vois arriver, ma petite fille chérie, adorée, que sais-je? Je me rappelle quand t'es né, pour moi, c'était comme un rayon de lumière. Allez-y, lâchez-vous. Si on a fait de la poésie, c'est pour ça. Hein. C'est pour savoir réinventer une parole, alors chacun avec son langage. On n'est pas obligé de sortir Ronsard et autres. On peut être dans les mots très simples. Mais l'enfant a besoin d'entendre qu'on lui signifie qu'il est quelque chose d'extraordinaire. Et qu'il n'y ait pas derrière une demande. Qu'on le lui dise, comme on dit, pour du beurre. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tout simplement, j'ai envie que tu le saches. Sans plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place de manière récurrente. Ça me fait tellement plaisir quand tu m'appelles. Je suis tellement content de toutes ces choses-là qui montrent qu'il y a quelque chose de personnel, il y a une relation entre toi et moi, unique. Et d'ailleurs, souvent, les enfants disent « Ouais, d'accord, tu dis ça, mais... » On va dire « Pas du tout. Je le dis et je le pense. » Ou alors, dans ce cas-là, pourquoi l'autre jour, tu m'as crié? Attends. C'est une autre histoire. C'est parce que tu es la personne la plus importante du monde à mes yeux, que je t'aime profondément, que pour autant, quand tu fais des bêtises, je n'ai pas le droit de te faire une remarque. Mais l'un n'est pas l'opposé à l'autre. Ça, c'est déjà le premier point. C'est-à-dire que pour ne pas rentrer dans le point de départ des jalousies, il faut d'abord se poser la question du temps que l'on passe pour que chaque enfant sache qu'il a une place unique. Et que c'est quelque chose dont il est au courant. Et pour être au courant de quelque chose, il faut passer avec le verbe. Il faut passer par le verbe. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez faire un moment pour quelqu'un, un enfant, on va dire, un plat qu'il aime. D'accord? Et vous allez... Voilà, ça va plus de la même manière. Hein. Vous allez faire un moment... Je peux parler comme ça, hein? Oui. Non, mais ça va. Vous voyez, votre force, vous vous levez, ça marche. Donc, vous allez faire un moment pour un enfant un plat qu'il aime. Ça va plus de temps. Alors, on va dire, on va lui faire un plat qu'il aime. Il est content. Non, il faut l'accompagner. C'est quoi le meilleur assaisonnement? Voici le gâteau au chocolat pour l'enfant le plus extraordinaire qui soit ou pour l'enfant le plus simple. Vous rajoutez. Vous rajoutez parce que c'est cette partie-là, au fond, qui est la plus importante. C'est cette dimension-là qui va nourrir et qui sait que j'existe et que j'ai une place. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres cours, mais ici, pour la jalousie, c'est fondateur. Donc ça, déjà, c'est un premier travail. Et ne lésinez pas sur les mots. Ne lésinez pas sur les mots. On ne peut pas s'imaginer ô combien les mots rassurent, nourrissent, apaisent, tranquillisent, énergisent. On est dans un univers dans lequel on échange des milliards de SMS, des milliards de messages, mais ces mots-là, on oublie de les dire. Et ils sont fondamentaux. Une fois qu'on fait ce travail, de part et d'autre, et c'est pas simple parce que parfois, il est difficile de dire des mots que nous-mêmes, nous n'avons jamais entendus.
Il est difficile de dire des mots qui nous renvoient des blessures de ce qu'on aurait rêvé d'entendre et qu'on n'a jamais entendu nous-mêmes. Oui, c'est pas simple. On a parfois un conjoint qui voudrait dire, mais qui ne peut pas dire, parce que dire, ça voudrait dire que c'est nécessaire, mais lui-même, il a réussi à créer son armure pour se protéger de la souffrance de ne jamais entendre ces mots-là. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est adulte. En acceptant de vivre la souffrance d'un passé qui a été conjugué à l'imparfait. C'est vrai. En acceptant cette souffrance d'un passé que l'on a conjugué à l'imparfait. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on... Oui, en effet, j'aurais tellement aimé entendre ces mots de la part de mon père, de ma mère, que sais-je, mais je n'ai jamais entendu. Ils ont oublié de les dire, ils n'ont pas voulu les dire. Ok, et alors? Ça fait mal de s'entendre dire des choses qu'on aurait rêvé entendre, c'est vrai. Mais on n'a pas le choix. On veut construire nos enfants. Et donc c'est parfois une forme d'arrachement qu'on est obligé de mettre en place par rapport à un passé, mais on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Je le dis de manière impérative, hein. Sinon on pourrait utiliser toutes les techniques à côté, ça ne marchera pas. La nourriture essentielle de l'enfant, c'est les mots qu'on lui donne. Le reste, c'est technique. Le reste, c'est des biscuits, c'est des protéines, c'est des lipides, c'est des nutriments, ça se trouve partout. Vos mots, personne d'autre ne peut les dire parce qu'il a besoin de les entendre de vous en tant que parent. Si d'autres les lui disent, alors il se nourrirait un peu, mais ce sont des ersatz. Parce que l'élément essentiel qui donne du poids, qui donne une forme de densité aux mots, c'est celui qui est en train de les émettre, de tout ce qu'il représente pour eux. C'est de vous qu'il a besoin de les entendre. Faites-vous violence. Obligez-vous et ne demandez jamais à votre conjoint de faire le travail à votre place. Et si le conjoint n'arrive pas à le faire, alors soyez dans la capacité de faire les choses de manière double s'il le faut. Premier point. La jalousie maintenant, on va la retrouver donc dans les fratries. Et j'aime bien donner cet exemple. Vous avez parfois des enfants qui vont être très jaloux des nouveau-nés. Les phrases dans la série « Oh, j'ai envie de tuer le bébé » sont des choses qu'on entend. Alors j'ai parfois des mamans, des papas qui m'appellent d'un air affolé, pensant que leur enfant est un embryo en puissance. En même temps, il a dit, c'est horrible, mais comment tu devrais l'aimer et tout. Moi, je les comprends parfaitement, ces enfants. Mais il y a un gêneur qui prend toute la place. Ben, si le gêneur disparaît, on règle tout, quoi. Il n'y a pas de volonté d'homicide là-dedans, dans leur tête. C'est une manière de dire, il prend trop de place. Alors, je vais être tout simple, hein. Lorsqu'une maman rentre de la clinique, de l'hôpital, avec le nouveau bébé à la maison, si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, mais si on peut le faire, c'est quand même mieux. Eh bien, il faut faire en telle sorte que le bébé soit inexistant. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à la maison, surtout si les enfants sont là, avec le bébé dans les bras. Le bébé, c'est le père, c'est la belle-mère qui l'ont. Pourquoi? Parce que les enfants, ça fait déjà 3, 5, 7 jours qu'ils sont en manque de bras de leur mère. Leur mère, elle arrive, ils n'ont plus besoin de ses bras, et ses bras sont occupés par la concurrence. Attendez, c'est pas sympa. C'est-à-dire, non seulement ce tube digestif qui crie et qui dort nous a piqué notre mère pendant quelques jours, mais en plus, quand elle rentre, on ne peut même pas voir ses bisous parce que ses bras sont occupés par lui. Ça va pas. Donc déjà, premier point, c'est bien comprendre que l'enfant, c'est normal. Donc ça, c'est un petit truc là, que je vous donne. Alors si on est rentré avec le bébé à la maison, que les enfants n'ont pas pu sauter dans nos bras, c'est pas grave, hein. Tout ira bien. Mais c'est comme tout, si on peut éviter, c'est plus mieux. Et puis, on va rentrer donc dans l'univers de ce qu'on appelle les hyperfocalisations. On est là autour de l'enfant le plus jeune, soit le bébé, soit le petit bout de chou qui commence à faire ses pas, et qui est donc dans ses premières étapes d'existence, et tout le monde le regarde A, O, U, A, I, O. Il est là. Tous les regards sont portés sur lui.
Il y a une forme de jalousie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me regarde? En première démarche, très simple, je vais faire des bêtises. Ça sera aussi A, O, I, O, U, mais avec moins de sourire. Ça sera la même chose. Là, on regarde. Donc, lorsqu'un enfant commence à faire des vraies bêtises, nous on pense tout de suite, il n'est pas gentil, il est méchant, pas du tout. On est dans une première étape de jalousie. Il est là, lui il ne peut plus dire, vous avez vu, je marche, il marche. Vous n'avez pas vu, je mange, ben, il mange. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Alors s'il est super équipé, éventuellement il pourra dire, j'ai que des 10 sur 10. Mais s'il n'est pas capable pour l'instant de faire des 10 sur 10 de manière constante, ben, il va bien falloir trouver un moyen. Donc comment je vais faire pour reconstruire ce regard? Ben, la manière la plus simple, c'est de faire des bêtises. Les bêtises chez les enfants sont souvent une manière d'exprimer une forme de jalousie par rapport à un regard particulier que l'on porte sur d'autres. Et donc souvent les parents disent « Oui, depuis qu'il y a un nouvel enfant, depuis là, alors, ben oui. » Il prend trop de place et ils ont l'impression qu'il n'y a plus de regard sur eux. Donc déjà, pas d'hyperfocalisation. On applaudit les pas qu'il va faire parce que ça lui donne les énergies pour en faire d'autres. Et puis on passe à autre chose. Si chaque fois que l'enfant entend sa mère parler au téléphone, elle dit « Ah, est au courant, le petit Yitzhak est bien nanani, et le petit Yitzhak ou la petite Sarah Il dit « Oh, et moi ?» Il ne faut pas croire, hein, mais ils l'entendent. Et on s'émerveille, et les photos, et le machin, tout ça. C'est normal qu'ils ne soient pas contents. Vous savez, c'est comme dans un couple, hein, chaque fois que parle, et tu sais, mon frère, et mon frère, et mon frère, et mon frère, il et moi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas empêcher l'enfant de... Il va falloir que vous leviez de nouveau. On ne peut pas empêcher l'enfant d'avoir cette réaction. Non. Quand je tape, ça marche. Je peux vous faire ça en mort si vous voulez. Comment ça se fait? Quand je propose qu'on fasse un investissement collectif sur un nouveau micro, peut-être pour la prochaine fois. Parce qu'il nous fait souvent le coup. Hein. Non, ça marche pas mieux. Quoi? C'est un faux contact, je sais pas. Là, ça va mieux? Oui? Ah, c'est bon, Razak, merci beaucoup. Bon, écoutez, pour l'instant, ça donne. Donc, ça va être donc encore ce point-là. Donc, travail sur les problèmes d'hyperfocalisation. Maintenant, on va voir donc le problème des jalousies sur... Donc, est-ce que le premier point a été compris? Le second point aussi. Passons maintenant à un troisième point. Jalousie dans la fratrie, parce qu'immanquablement l'enfant verra qu'à un moment il y a des choses que d'autres ont et que lui n'a pas. Et là je vais rentrer dans ce que j'appellerais la théorie des carreaux de chocolat. Il y a des parents qui considèrent que pour qu'il n'y ait pas de jalousie, il faut peser les carreaux de chocolat. Symboliquement, ça veut dire quand un a quelque chose, l'autre doit avoir exactement la même chose. C'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit apprendre à s'habituer que dans la vie, ça ne sera pas l'égalité de manière permanente. Il y a un moment dans lequel tu auras, il y a un moment dans lequel l'autre aura. Il y a un moment dans lequel tu auras moins et l'autre aura plus. Et alors? Et alors? Lorsque les parents sont confrontés à des enfants qui sont jaloux parce qu'ils disent « il en a eu plus », eh bien, au lieu de dire « mais non », on va dire « tu as sûrement raison ». On ne peut pas sans arrêt donner exactement la même chose à tout le monde et c'est pas grave. Et nous, souvent, on est là et on se dit « mais non, c'est pas vrai, et toi aussi, et lui aussi, et tu vois ». Je dis « non, non, tu as raison. C'est sûr qu'il en a eu plus. Ah, c'est pas gentil. Pourquoi c'est pas gentil? Tu penses que je t'aime moins parce que tout simplement, à un moment, il a reçu plus? Eh bien, sache que non. Vous lui donnez des infos, parce que pour lui, ça signifie que. Vous lui dites, ben non, ça signifie pas que.
Ah, mais moi aussi je veux. Ah, ça je te comprends, moi aussi je veux plus. Mais c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. On sort de l'idée de cette interprétation que quand je n'ai pas la même chose que l'autre, ça veut dire que j'aime qu'on m'aime moins. Et deuxièmement, on lui apprend que dans la vie, il y a des fois on aura plus, il y a des fois on aura moins, et alors? Alors que la plupart du temps, les parents, ils sont là en train de se défendre. Mais c'est vrai, je fais des différences. Et j'ai vu que le bisou que tu as donné à mon frère était légèrement plus appuyé que le mien, et que tu lui as gardé, tu lui as passé 2 fois la main sur l'épaule au moment où tu lui as dit ouais. Elle est où la limite? Et les chaussures que tu lui as achetées, elles étaient en solde, mais c'était des berlutis. Surtout, on va pouvoir après argumenter. Si on rentre là-dedans, ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que l'enfant a donné une dimension signifiante, inexacte, à ce qui est au fond une inégalité qui est bien réelle. Oui, en effet. On ne traite pas en permanence les enfants de manière égale. On n'arrive pas systématiquement à leur donner le même poids de chocolat. Alors, de manière très technique, pour les parents qui voient que les enfants, ouais, il a une part plus grande, vous savez, vous leur donnez un truc, il est imparable. C'est toi qui coupes et c'est moi qui distribue. Vous voulez avoir des parts exactes dans un gâteau? Vous demandez à un enfant de couper et vous demandez à l'autre de distribuer les parts. Comme ça, au moins, il n'y aura jamais de problème. Vous avez compris? Si c'est ça, tentez-le 1 ou 2 fois. Vous allez voir après, ils vont se calmer tout seuls. Ah, il n'y a pas de problème. T'as raison, je risque de faire beaucoup de preuves d'injustice. Toi, tu coupes et lui, il distribue. Comme ça, au moins, le problème, il est réglé. Mais c'est pour leur montrer qu'au fond, il n'y a pas d'enjeu. Ça ne veut rien dire. Parce que sinon, c'est toute la vie qu'ils vont être dans un principe d'interprétation. Parce que le problème ici, il est quoi? C'est pas maintenant. C'est que dans la vie, ils vont être capables de dire « Oui, au mariage de ma sœur, vous avez fait des bouquets de roses et d'orchidées, alors que chez nous, il n'y a eu que les roses. » C'est normal, ce n'était pas la saison des orchidées. Je ne sais même pas s'il y a des saisons d'ailleurs pour les orchidées au passage. Et donc, ça veut dire que... Ben, ça veut dire rien. Il y a son mariage, il y avait un batteur, un bassiste, un guitariste, un saxo, un clavier. Et chez moi, il y avait un batteur, un guitariste, un saxo et un clavier, mais il n'y avait pas de basse. Un orchestre de mariage sans bassiste, c'est dramatique. Comme tout le monde le sait, n'est-ce pas? Parce que... Et ça veut rien dire. Mais vous savez que le problème des jalousies dans la fratrie d'adultes, ils ont démarré bien plus tôt. Parce que ils ont grandi dans un univers égalitaire, dans lequel on ne leur a pas appris qu'il y avait des différences. Donc on a toujours pesé les morceaux de chocolat. Donc ils sont toujours sur le même modèle. Si le morceau de chocolat n'a pas le même poids que l'autre, ça veut dire que tu me préfères ou que tu le préfères. Donc toute leur vie, ils vont être sur le même modèle. Il faut casser le modèle dès le début. Ce n'est pas signifiant. Point. Nous on dit, si on leur donne la même chose, ils ne seront pas jaloux, mais au contraire, tu construis le concept et pour toute leur vie. C'est exactement le contraire. Et les parents ne comprennent pas, ils disent, ouais, mais sans arrêt, ils sont en train de se disputer alors qu'on fait tout pour que ça soit égal. Et quand je l'achète pour lui, je l'achète pour lui, et quand ça va sur, il a l'anniversaire, pour qu'il ne soit pas jaloux que l'autre, il a eu des cadeaux à son anniversaire, on lui donne des cadeaux de compensation. Enfin, le gars, c'est content, hein? Non. Donc ça, là c'est de l'ultra concret. Et tu es jaloux, t'as moins eu, mais je te comprends. Je te comprends. Ouais, c'est pas juste. Je sais pas si c'est pas juste, mais je serais à ta place, je serais pas content aussi parce que je préférais avoir 2 carreaux de chocolat plutôt que d'un. C'est vrai. Et alors? C'est un chinour qu'on fait passer ici. Et alors? Et alors? Et il faut que l'enfant puisse arriver à dire, ben, et moi aussi je veux. Ah mais tu auras aussi une autre fois, j'en suis sûr. Et là, s'il continue à aller, on va dire, tu penses que parce qu'il a eu un peu plus de chocolat que toi, ça veut dire que je l'aime plus? C'est là où ça va être intéressant. Soit il dit oui,
Elle dit, ben, tu vois, ça tombe bien que tu penses ça, parce que là, au moins, tu sais que là, je vais te dire quelque chose, tu penses faux. Parce que ce n'est pas les carreaux de chocolat qui définissent l'amour que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Vous imaginez? Sinon, ça voudrait dire que c'est le nombre de carats qui définissent la relation amoureuse. On serait dans des modèles comparatifs permanents. Hein. Alors, s'il y en a qui vendent des pierres ici, pas de problème. Hein. Mais il faut bien comprendre que l'enjeu, il est à terme. Maintenant, on va passer sur le point qui est sans doute le plus important dans les problématiques de jalousie, c'est dans la relation particulière que nous avons avec l'enfant. Il faut accepter que même si nous aimons profondément nos enfants, nous n'avons pas les mêmes relations avec tous. Et c'est normal. Pardonnez-moi. Chacun de nos enfants est né à un moment particulier de notre vie et a une histoire. Et la relation que nous avons avec chacun de nos enfants n'est pas la même. Il y a des enfants avec lesquels nous nous sentons plus proches, avec lesquels nous avons plus de complicité parce qu'il y a une forme d'écho et de résonance particulière. Et il faut l'accepter. Le fait d'avoir une relation de proximité plus importante n'enlève en rien l'importance et la place qu'ont les enfants à nos yeux. Et ça, en tant que parents, nous devons l'accepter. Souvent, les parents se sentent mal de réaliser qu'ils se sentent plus proches d'un enfant que d'un autre. Mais c'est normal. Chaque enfant a son histoire. Se sentir plus proche ne veut pas dire pour autant que la personne ne compte pas autant que l'autre. Dans un monde de relations, il y a certaines personnes avec lesquelles il y a un écho particulier, il y a une résonance. Pour mille et une raisons, une forme de complicité qui existe, des intelligences qui se rejoignent. Et alors, ça ne veut pas dire que pour autant les autres ne sont pas aussi importantes à nos yeux. Seulement, à un moment, il y a un lien particulier, et c'est comme ça. Ça, nous, en tant que parents, nous devons ne pas nous en vouloir de réaliser qu'à un moment, vis-à-vis des enfants, il y en a certains avec lesquels il y a plus d'écho qu'avec d'autres. Et ça ne dérange pas les enfants. Ça ne les dérange pas. Et vous savez pourquoi ça ne les dérange pas? Pour une raison très simple. C'est qu'au moment où nous sommes avec eux, nous sommes pleinement avec eux. Oui, en effet, je sais qu'à âge égal, et je parle de moi, eh bien, j'évoquerai certains sujets avec certains et pas avec d'autres. Parce que certains ont une maturité différente, ont une compréhension différente, ont une réflexion différente. Vous avez des enfants qui ont une pensée extrêmement dans la logique. L'autre qui, au contraire, ont des pensées qui sont très dans la dimension un peu plus de l'imaginaire. Et donc, certains sujets seront évoqués avec certains et pas avec d'autres. On sait que certains enfants, on ne peut pas leur parler de choses qui sont complexes parce que, au niveau émotionnel, ils ne sont pas équipés comme d'autres pour pouvoir les entendre avec distance. Alors pourquoi tu m'en parles pas? Mais parce que tu n'es pas équipé pour. Parce que tout simplement, alors que l'autre a une construction qui lui permet d'entendre les choses plus tranquillement. Et alors? C'est comme quand vous êtes dans une équipe, on échange certaines choses avec des personnes et pas avec d'autres. Par contre, si demain j'ai besoin de quelqu'un qui réfléchisse sur tel et tel sujet, alors je vais me tourner vers toi. Et je vous parle de choses extrêmement concrètes. Je l'ai vu avec mes maîtres. Qu'est-ce qui fait que quand on est élève, on n'est pas jaloux? Parce qu'on sait que sur certaines choses, on ne nous demandera jamais notre avis parce qu'on n'a pas l'équipement pour donner. On pourra dire des choses. Mais par contre, l'autre, lui, il est super équipé.
Par contre, sur certains points, Laura va dire, là j'ai besoin de ton avis à toi. Parce que toi, sur ce point-là, tu vas pouvoir me dire des choses intéressantes. Ah mais lui, c'est le meilleur de la classe, non. Sur d'autres choses, bien sûr. Mais pas là-dessus, là-dessus c'est toi. Et les enfants doivent le sentir. Les enfants doivent sentir qu'au fond, chacun d'entre eux, on va se tourner vers lui parce qu'il a une particularité, parce qu'on la connaît, cette particularité. Les enfants ne peuvent pas être jaloux dès lors qu'ils savent qu'ils ont une place unique, et c'est normal qu'ils aient une place unique, parce qu'ils sont uniques. Mais ça doit s'exprimer de manière concrète. Quand vous dites à un enfant, ah, encore heureux que tu es là, parce que maintenant, tu vas pouvoir m'aider à ne pas faire trop de balagan quand je range les affaires, l'enfant se sent le phénix des eaux de ses bois. Alors que l'autre, on ne pourra jamais lui dire ça, parce que lui, il va être dans le balagan comme nous. Par contre, l'autre, on va lui dire, et dis-moi, tu pourrais pas m'imaginer un petit plan sur ça, un truc sympathique? Et là, il va nous faire un truc de... Il n'y a pas de jalousie. Parce que tout simplement, ils savent qu'on les voit chacun de manière particulière. Et je ne serai jamais jaloux qu'on demande à quelqu'un d'autre que moi de faire quelque chose dont au fond je ne suis pas véritablement capable. Ah, je suis jaloux, pourquoi Laura ne m'a pas demandé à moi de m'occuper de la gestion des stocks? Ben, j'espère bien, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Au contraire, on est presque rassuré. Et ça, il faut le faire dans la famille. Que chaque enfant sent que sur un point particulier, c'est vers lui qu'on se tourne. Qu'on lui demande son avis. Et qu'il sente que donc, pour nous, il a sa génialité propre. Le clan d'Israël, c'est ça. Vous savez, il y a marqué, si ton maître ressemble, le Malach Hashem Tzvakot, un ange du Dieu des armées, alors prends-le comme maître. J'ai toujours posé la question, après marqué Malach Hashem Tzvakot, un ange du Dieu des armées. C'est quoi une armée? Une armée qui fonctionne, c'est une armée dans laquelle il y a un chef d'armée qui est capable de faire en telle sorte que chacun donne le meilleur de lui-même là où il est. Parce que chacun réalise que là où il est le meilleur. Un maître, c'est sa fonction. Un maître forme des élèves qui eux-mêmes seront censés un jour devenir des maîtres et des parents. La fonction d'un maître, c'est de faire révéler à chacun qu'il a une génialité particulière. C'est ça au fond. Et que l'élève sent que, ben oui, je suis génial là-dessus. Et on a tous une génialité. La génialité, c'est pas, non, pas que la génialité, c'est une forme de QI, de capacité intellectuelle très développée, pas du tout. Vous avez des gens qui ont une génialité dans la manière de gérer des situations ou de débloquer des problèmes. Écoute, attends, pour un truc pareil, il faut... Ça, toi, va voir avec les gens de l'aéroport. Toi, on sait que tu vas réussir à trouver la solution. C'est pas le plus intelligent, mais c'est un malin. Il sait comment parler, etc. Et tout. Alors les autres, c'est des têtes d'œufs, ils sont capables de faire des équations au 14e degré, ça n'existe pas. Mais alors là-dessus, ils vont se dire, excusez-moi monsieur, si ça ne vous dérange pas. Par contre, les équations au second degré, c'est très moyen. Il a sa génialité. Donc ça veut dire que pour les enfants, ça ne soit pas jaloux. Il faut que nous, parents, sachions découvrir la génialité de chacun d'entre eux. Et qu'on leur la signifie, qu'ils la remarquent. Qu'ils savent que dans telle et telle situation, c'est vers eux qu'on va se tourner. Et pas vers nous. Et pas vers l'autre. Vous voyez qu'il y a un beau travail à faire. On va continuer. Encore donc dans cet univers de la jalousie. L'enfant, on l'a vu, va être jaloux, mais la jalousie, c'est de l'interprétation. Il y a néanmoins une jalousie qui nous concerne tous. C'est cette fameuse jalousie dans laquelle on dit Hakin'a vatava vakavod, la jalousie, les désirs et le kavod, motzi met adam min haolam, sortent l'homme du monde. Et vous connaissez sûrement cette lecture que donne Rav Wolbe, qui est incroyable, mais qui est d'une simplicité évidente, une fois qu'on l'a lu, bien sûr. C'est pas que ça sort l'homme du monde, donc quoi, celui qui est jaloux, alors il va sortir de ce monde. Non, non. Motzi met adam min haolam, sortent l'homme du monde. De quel univers? De son propre univers. J'ai commencé par les deux derniers avant de repartir sur le premier qui est l'essentiel de notre thématique.
Celui qui n'existe qu'à travers la réalisation de ses désirs ne découvrira jamais sa propre histoire, puisqu'il n'existe qu'à travers la réalisation de ses pulsions. Donc il n'existe jamais. Le kavod, les honneurs, c'est celui qui n'existe qu'à travers le regard que les autres portent sur lui. Il est sans arrêt en train de créer des postures. C'est de la manière dont je vais être perçu par les autres que j'existe. Donc tu n'existeras jamais. Parce que tu es capable d'exister quand tu es seul face à toi-même. Kina, la jalousie, c'est quoi? C'est celui qui pense qu'il devrait toujours avoir ce que l'autre a et oublie d'explorer l'univers qui est le sien pour pouvoir se réaliser. Et cette Kina-là, qui touche énormément le monde adulte, va être sans doute celle qui va au fond poser le plus de problèmes chez les enfants. Cette jalousie qui amène l'enfant à penser que... Vous connaissez sûrement cette chanson de Goldman. Si j'avais ci, si j'avais ça. Hein, vous la connaissez? Faites pas semblant. C'est-à-dire que si j'avais ci, si j'avais ça... Bon, je vais pas la chanter quand même, j'ai pas ma guitare. Ah, d'accord. Et puis ils vont dire, faut pas exagérer. Et puis le micro n'est pas bon. Et puis on n'a pas fait les essais de sono, donc ça va pas. Puis après vous allez dire, le mail, faut exagérer. Donc, ça fait partie de ces chansons très moussards, mais c'est vrai. Et donc si l'autre réussit, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Il n'y a aucun moment où on explore sa propre histoire. La jalousie dramatique, c'est celle qui amène l'individu à arrêter sa démarche d'existence, parce que pensant qu'il ne pourra véritablement se développer que dans la mesure où ce qu'il y a chez l'autre sera chez lui. Et donc, c'est un phénomène qu'il risque de transporter toute sa vie. L'enfant va dire, oui, mais c'est normal vu que... Et lui, il a son bureau, et lui, il a ceci, et lui, il a cela, et c'est pas juste, et c'est pas normal, et moi si j'avais, moi si j'avais, moi si j'avais. Et donc, il est motzi mina olam shelo, c'est-à-dire, il oublie d'explorer son propre univers, et de savoir ce qu'il doit construire avec sa propre réalité. Je veux dire, la seule solution, et je ne pense pas qu'il y en a d'autres, elle dépend de la manière dont nous, on vit les choses dans notre propre existence. Si nous pensons que notre bonheur dépend de ce que nous n'avons pas, alors l'enfant pensera la même chose. Alors bien sûr, on va dire, moi je ne suis pas jaloux, c'est un kol mina shamaim, de toute façon, l'essentiel c'est de voir la santé, mais dans ton cœur, mon frère. Et quand on est jaloux, alors il faut le dire. Moi je suis très jaloux des gens qui, Baruch Hashem, ont de très très grands appartements dans lesquels ils peuvent inviter plein de monde. Je le dis. Ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de gens Baruch Hashem qui ont des gars. Je suis très jaloux. Parce que en effet, j'aimerais bien. Ouais. C'est pas un appel à des agents d'immobilier, je vous rassure tout de suite. Parce qu'après, il faut avoir les moyens de sa politique. Quoi qu'il y ait 1 euro million à 100 millions cette semaine, on va tenter le coup. Mais bon, c'est... Oui, mais à un moment, on a le droit d'être jaloux, mais il faut se le dire à soi-même. Parce que quand on se le dit et on fait descendre la mayonnaise, on remet les choses à leur place. Il y a un moment, on accepte qu'en effet, en tant qu'être humain, à un moment, on aimerait bien avoir ce que d'autres ont. Bon. Et c'est normal. Et quand on le dit, alors on dit, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de mon histoire. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec ma propre histoire. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Ça ne sert à rien de se masquer. Ça ne sert à rien. Avancer, c'est un moment réussir justement à accepter qu'il y a certaines choses que l'on aimerait, que l'on n'a pas, et c'est pas grave. Mais à un moment, il y a une forme de jalousie. C'est évident. Si la Torah nous demande de faire attention à ne pas convoiter ce qui est à l'autre, c'est parce qu'elle sait très bien que c'est un enjeu parmi les plus difficiles qui soit. Et c'est un vrai travail.
On ne se réveille pas un beau matin comme ça en disant non mais moi je ne convoite pas du tout ce que les autres ont, pas du tout, c'est pas vrai. La Torah te demande de mettre en place un processus pour lutter contre. On a tous eu envie un jour de prendre 2 € dans le porte-monnaie de notre mère, ou dans le porte-monnaie du copain. Et on l'a fait, ou on l'a pas fait. Rares sont ceux qui n'ont jamais à un moment dans leur vie voulu voler. Ça s'appelle du vol. Ou alors voler en faisant croire qu'en vérité, la meilleure note, s'ils l'ont eu, ils ont volé parce qu'ils ont regardé sur la copie du copain. On a tous à un moment été touchés par ça. Et même si on ne l'a pas fait, on en a voulu. On a désiré. Et puis après, on a dit non. On a dit oui. Et puis après, on a redit non. Et c'est la même chose. Donc nous, en tant qu'adultes, il faut que nous fassions un travail par rapport à ça. Pour que l'enfant baigne dans une atmosphère de ce type. Parce que ce type de jalousie, il les entend de nous. Ah, t'as vu, hein, eux, avec leur truc, ah. Et il l'entend. Il voit les regards de jalousie. Sur ça, il n'y a qu'un travail, c'est le travail de Emouna. C'est un travail de foi. C'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que parfois la vie n'est pas simple. Et on aimerait bien que notre vie soit un peu plus celle de l'autre. D'abord, celle de l'autre, vous ne la connaissez jamais totalement, au passage. Mais quand même. Alors dans ce cas-là, acceptons de le dire. J'aimerais bien. Je suis jaloux. Au moins, déjà, on se le dit. Et à partir de là, on le gère mieux. Si un enfant par la suite dit « Ouais, je suis jaloux, pourquoi eux ?» On va lui dire « Je comprends. Je vais être dans des trucs tout. Je ne vais plus être dans la fratrie, là. Je vais sortir de la fratrie. Eux, ils partent sans arrêt en vacances en Israël. Ben oui, attends, il aimerait bien plutôt que d'aller à Brive-la-Gaillarde. S'il part à Brive-la-Gaillarde. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut savoir comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on le vit. Comment on le vit dans notre tête? Si on pense qu'en effet notre vie n'existera que dans la mesure où elle ressemblera à celle de l'autre, alors en effet on n'existera pas. Alors pour des raisons qui ne nous appartiennent pas, ce que l'autre a et vit, nous ne le vivons pas nous. Et alors? Mais oui, en effet, on aimerait bien. Ah, ça serait super, Bezrat Hashem, peut-être un jour ça existera. À un moment, faut être dans l'acceptation. Faut être dans l'acceptation, et puis c'est comme ça. Au passage, on voit un petit peu ça dans les problèmes des bar mitzvot et des mariages. Il y a des bar mitzvot, c'est des mariages. Au passage, je ne suis pas le flic du bon Dieu, mais je pense qu'il faut quand même être extrêmement vigilant sur ce genre de choses. D'abord pour les modèles comparatifs, et puis parce que sinon, qu'est-ce qu'on leur laisse pour le mariage? Il faut savoir un petit peu reposer des cadres. Parfois, dans certains univers, socialement, c'est nécessaire. Ok. Mais il faut que l'enfant sente que c'est juste parce qu'il faut faire la même chose que tout le monde, mais sans plus. Mais si nous-mêmes on le vit bien, l'enfant apprendra à bien le vivre, clairement. Et ça, c'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur. Il faut apprendre à se nourrir de ce que l'on a déjà. Et je comprends que c'est pas ça dans un monde dans lequel ça consomme de partout. Mais il faut juste apprendre à nos enfants que le verbe heureux ne se conjuguera jamais avec le verbe avoir, mais exclusivement avec le verbe être. On ne dit pas avoir heureux, on dit être heureux. Et nous-mêmes, on doit essayer de travailler là-dessus. Et je peux vous dire que véritablement, le verbe heureux ne se conjugue pas avec le verbe avoir. Parce que je me trouve et je me balade dans des univers dans lesquels avoir, c'est pas avec un petit A, c'est avec un triple A. Et heureux n'est pas généralement accolé à ça. Loin s'en faut. C'est pas simple. On va pas être dans la série tous ceux qui ont sont très malheureux. Mais c'est pas parce que l'on a qu'on est nécessairement très heureux. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit à travers nous-mêmes, dans la relation qu'on a à nous et aux autres. Il y a la vie. C'est pas si simple. Donc ça va être sur la problématique de jalousie de manière générale et qui va dépendre beaucoup de notre regard à nous sur les choses. On revient à nouveau dans la fratrie et après on passera, si vous le voulez, aux questions qui, vous savez, font partie intégrante
de cette conférence. Alors, il y a les jalousies qu'on doit créer dans la famille. Ah, vous allez dire, déjà il y en a suffisamment, il faut en créer, oui. Ces jalousies, c'est quoi? C'est quand l'enfant va voir que l'autre a et lui n'a pas, et que c'est nous qui volontairement le faisons. Concrètement, ça veut dire quoi? Chacun de nos enfants a besoin d'une relation personnalisée, comme nous l'avons vu au début. Et cette relation personnalisée, en la créant, va créer, c'est évident, une forme de jalousie. On va sortir au restaurant avec l'un et pas avec l'autre. Un restaurant, c'est je mange une pizza, hein, avec de l'eau plate. Faut pas exagérer. Déjà la pizza, tu veux en plus du coca. Oh, mon frère, c'est pas Yom Tov. Donc, et moi, ah, toi, ça sera un jour. Quand? Je sais pas. C'est-à-dire que l'enfant, parce que si c'est ah, je programme, donc c'est je repèse des carreaux de chocolat. Et pourquoi lui? T'as raison, ça aurait pu être toi, il se trouve que c'est lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire, c'est comme ça, voilà, ce soir, on a décidé, maman et moi, qu'on allait manger une pizza avec lui. Et mais ça aurait pu être toi. Donc on me demande, n'y voit pas autre chose que, ben voilà. Et ça, c'est le genre de choses qui vont être très difficiles, mais qui au bout d'un moment rassurent. C'est-à-dire, l'enfant ne voit plus de dimension signifiante. Un exemple très simple. Alors, certains ne sont peut-être pas du tout d'accord, mais c'est pas grave. Les enfants, j'aurais tous appris à conduire. Je ne sais pas si j'aurais appris à bien se conduire, mais en tout cas à conduire avec un volant. D'accord? J'arrive devant le garage, il y a un enfant de 6 ans, je lui dis viens. Il se met sur mes genoux et c'est lui qui va tourner le volant pour rentrer dans le garage. Pourquoi je fais ça? De manière très simple. Parce qu'à un moment, l'enfant a besoin de savoir qu'il a un truc particulier, sans aucune raison. C'est-à-dire qu'il a le souvenir que papa, maman lui fait un truc, il y a un fantasme de gosse. Il a tourné le volant et la voiture, elle roulait, elle faisait vroom vroom. Mon papa est quand même derrière, mais... Et ça, c'est... Dans sa symbolique à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, mais mon papa, il a envie de me faire plaisir stable comme ça. Donc ça, il l'a imprégné. Alors, moi, je vous raconte ça par rapport à ce truc, mais ça peut être sur n'importe quoi. Le cadeau de l'inattendu, sans aucune raison, qui au fond veulent dire à l'enfant, tu vois, c'est... On a envie de te faire plaisir comme on a envie de faire plaisir aux autres, et une fois c'est comme ci, une fois c'est comme ça, une fois c'est lui, une fois... Et c'est comme ça la vie. La vie, ça va être comme ça. Ce qu'il faut, c'est que tu en aies ce souvenir, et ce souvenir-là, il te rassure. Mon papa, ma maman ont voulu me faire quelque chose de particulier, et qui est banal. C'est pas énorme. On n'a pas investi, on n'a pas sorti d'argent pour ça. Mais c'est ça, au fond, qui va les amener à se sentir profondément rassurés. Alors bien sûr, après, ils feront de la jalousie comme tout le monde. Pourquoi? Parce que quand je vois que l'autre a, mon Yetzer Hara me pousse à vouloir avoir la même chose. Et ça, c'est juste une gestion technique. C'est-à-dire, il dit, ouais, pourquoi lui, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Il dit, écoute, c'est comme ça. Mais le c'est comme ça, ben, les obligera à accepter, mais derrière, ça ne voudra pas dire autre chose pour eux. Il y a un moment où on va légiférer. Ouais, je suis pas d'accord, pourquoi il est devant dans la voiture? Ah, c'est comme ça, écoute, tu arrêtes, c'est comme ça. Maintenant, c'est lui qui est devant, c'est lui qui est devant. Oui, mais en vérité, il me préfère et tu le préfères et je te... Qu'est-ce que tu racontes? Ils ne le diront même pas d'ailleurs. C'est très intéressant parce que les enfants qui voient et ont perçu, donc, à travers ce qu'on a dit, que, au fond, ils ont leur place et ils vont juste tenter d'avoir ce que l'autre a parce que c'est plus sympa d'être assis pendant le voyage devant que derrière. C'est vrai. C'est plus sympa d'avoir une grande part de glace qu'une moins grande part de glace. Parce que quand on aime la glace, plus on en a, mieux on se porte. Mais ça, c'est un problème de tava pur, quoi. C'est un problème de désir, d'envie. Je veux avoir le verre de coca que l'autre a parce que j'aime le coca et il en a plus.
Je comprends. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre signification. Et quand les enfants prennent l'habitude qu'en plus, il y a cette alternance qui n'obéit pas de véritables règles, au bout d'un moment, ils se battent par principe, pour des raisons de confort, de plaisir, mais il n'y a pas d'enjeu. Or, vous le savez, c'est quelque chose que l'on transporte dans les cours ici depuis longtemps. Ce qui est important, c'est quoi l'enjeu? Quel est l'enjeu qu'il y a derrière? Il n'y a pas d'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, alors on le règle facilement. C'est quoi la difficulté dans une relation de famille? C'est quand l'irrationnel pénètre notre quotidien. C'est ça, au fond, le vrai problème. C'est-à-dire quand on se rend compte, attends, c'est pas possible qu'ils réagissent comme ça, il y a quelque chose d'irrationnel. En réalité, c'est pas si irrationnel que ça prend ses racines ailleurs. Mais comment se fait-il qu'ils nous fassent de telles crises? Pour une boule de fraises en plus. C'est irrationnel. C'est intéressant. Là, maintenant, on va recommencer dans une histoire précédente. Quel est l'enjeu de la boule de fraise? Est-ce que c'est vraiment juste une boule de fraise, l'enjeu, ou c'est sa place? Ou c'est le regard que tu lui portes? C'est là où ça va devenir intéressant. Mais quand, justement, il n'y a plus ces enjeux, parce qu'on a travaillé pour que cette dimension d'irrationnel ne soit pas présente, parce qu'on a travaillé en amont, alors c'est juste un problème, j'ai envie d'un peu plus de fraises. Normal, nous aussi. On dit, ben c'est comme ça, pas tout le monde ne peut pas avoir la même boule de fraises. Shalom, on passe à autre chose. Voilà un petit peu quelques points d'ouverture. Et là-dessus, c'est évident qu'il faut le dire, même si c'est évident que vous le savez, papa et maman, on est plus qu'en phase sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit énormément se travailler en couple. C'est-à-dire que le couple doit fonctionner sur le même principe. Une fois qu'on a décidé de fonctionner sur le même principe, je peux vous assurer que les choses véritablement iront. Vous aurez toujours les disputes de jalousie, pourquoi lui et je suis pas d'accord, et pourquoi machin, et pourquoi il peut dormir plus tard et pas moi. Normal. Donc on va les gérer comme tous les problèmes techniques, ben, c'est comme ça, mais ça, il n'y aura pas d'enjeu. Moi ce qui m'intéresse dans la jalousie, c'est que ça s'arrête juste un problème de ta'ava, d'envie. Je veux ce que l'autre a parce que ça a l'air plus sympa. Et que quand tu es enfant, tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, ben, c'est normal. Vous voyez, vous, un enfant qui dit « Écoute, dans la vie, je considère que tout est minashamaïm, que ce n'est pas grave si l'autre... Déjà, nous, en tant qu'adultes, on le dit, mais on ne le vit pas à l'intérieur. On le dit, parce que ça se fait, « Ah, je suis un adulte. Mais non, c'est minashamaïm. » Mais après, on le vit. Tu veux que lui fasse la même chose? Pas possible. Donc, c'est normal. C'est normal. Et au fur et à mesure, il gérera ça comme nous, en tant qu'adultes, on le gère, mais il n'y aura pas d'autres enjeux. Ça s'arrêtera là. Voilà donc quelques points de réflexion. Pardon? Quelques points de réflexion sur là-dessus, sur ce point, sur cette notion-là. Et ce qui est évident, c'est que quand on est confronté au fond à tout ça, alors ça sans le dire, mais ça va mieux en le disant, pour moi c'est tellement évident que je ne le dis pas. Mais maintenant, ce qui paraît, on a besoin de temps en temps de se l'entendre dire. On a besoin pour ça, comme pour tout le reste, de Siyata d'Ishmaïa, d'être divine. Vous savez très bien qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans lequel on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu de nous donner les moyens de faire en telle sorte que les choses fonctionnent. C'est tellement évident que ça ne se dit même plus. C'est le truc qui me dérange, moi, dans la tefila des parents pour les enfants, c'est que souvent on demande à Dieu que nos enfants deviennent ce que l'on veut qu'ils deviennent. On lui demande d'intervenir avec le bâton magique, qu'ils arrêtent de se disputer. Vous savez, moi, un jour, j'ai vu quelqu'un qui avait dans son sidour une fila personnelle, authentique, dans lequel il demandait à Dieu que sa femme devienne une femme soumise. Authentique. Mais j'ai parfaitement compris. Ça n'avait rien de péjoratif, c'est-à-dire, c'était super dérangeant. J'ai ouvert un sidour,
Et j'ai identifié à qui était le sidour et j'ai vu ça. C'est super angoissant quand vous voyez un truc, parce que tu vas dire je ne l'ai pas vu, tu l'as vu. J'ai remis le sidour à sa place, détente et tout. Je connaissais le couple. On va dire que la dame avait une forte personnalité. Mais le coup de la prière baguette magique, ça n'existe pas. Le danger de la prière, c'est qu'on oublie de faire notre job. La tfila, elle est là pour que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de faire ce que l'on doit faire. Faire très attention, parce que souvent les gens ils disent mais j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. Vous savez, c'est comme pour l'histoire du gars qui vient et qui dit Dieu, fais-moi gagner au loto, fais-moi gagner au loto. Et mon Dieu il dit mais joue. Fais-moi gagner au loto, mais tu joues au moins. Mais si tu joues pas, tu pourras jamais gagner. Bosse mon frère, bosse, remets-toi en cause, travaille sur toi-même. Et demande que ce travail que tu fais puisse avoir un aboutissement. C'est pour ça que la tfila, c'est notre respiration. C'est notre respiration, on vit. Vous savez que l'homme, je ne sais pas si je vous l'avais dit un jour, et pour moi c'est un chidouche tellement incroyable, c'est un enseignement de Rav Wolbe qui est fabuleux, que Rav Wolbe fait remarquer que dans Arba Avot Nezikim, dans la première Mishnah, là-bas on dit Ashor Abor Amav Vaever, on définit l'homme, Mav-E. On dit l'homme, ça s'appelle comment Mav-E? C'est l'homme est un mazik. Vous vous rappelez, on l'avait déjà vu une fois dans une conférence. L'homme fait des dommages et on l'appelle l'homme Mav-E. On dit pourquoi tu appelles l'homme Mav-E? Pourquoi tu l'appelles pas Adam? On dit parce que Mav-E vient de la racine pareil, ça veut dire prier. La définition de l'homme, et c'est incroyable. C'est un mazik mitpalel, c'est quelqu'un qui peut détruire et qui prie en même temps. C'est-à-dire, on peut tout détruire, mais en même temps, on sait prier, on a conscience que c'est une respiration, la tfila. Mais le danger de la tfila, c'est d'oublier de bosser. Vous vous rappelez que le roi par excellence, c'est David. Parce que David, lui, part à la guerre, il gagne. Il part à la guerre. Il se rappelle qu'à un moment, on ne peut pas construire si on n'est pas capable d'aller se battre sur le terrain. Et souvent on nous raconte des belles histoires, les larmes de la rabbinite X, et c'est vrai. Mais vous savez tout l'investissement qui a été pris au quotidien, tous les efforts. La mère d'un Rosh Yeshiva, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Shlomo Zalman, il était petit. Elle allait tous les jours à pied, elle lui amenait un repas chaud. Pas parce qu'il avait besoin, pour lui montrer ô combien pour elle ce qu'il faisait était important. C'est des petites choses comme ça. Et c'est sûr qu'elle faisait la tfila. Mais rappelons-nous qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on travaille, quoi. Ou bifrat dans le chinour. Voilà quelques points donc, de réflexion sur ce sujet. Et on va prendre quand même quelques bonnes minutes pour vos questions, qui peuvent être des questions ultra concrètes sur les problèmes de jalousie. Allez-y, à vous. Oui. Par rapport à la jalousie, si par exemple dans une fratrie, on a un enfant qui a cette tendance plus facilement à être jalouse et un autre qui aurait beaucoup plus de facilité, est-ce que ça peut être dangereux systématiquement de demander à celui qui n'a justement pas facilement de la jalousie de céder tout le temps de sa part pour que celui qui est jaloux, en fait... C'est clair qu'il faut faire très attention à ça parce que vous rentrez dans un système. Vous rentrez dans un système et je vais vous expliquer pour moi où est la difficulté, pas le danger. Où est la difficulté, parce qu'il ne faut pas aussi tout de suite être dans la panique, mais je vais vous dire où est la difficulté. C'est que d'abord celui qui cède, vous n'êtes jamais sûr qu'au fond lui-même il veut le faire. Et là j'ouvre et je ne parle plus maintenant de vous madame, d'accord, mais je parle de manière générale. Je veux dire, une des lectures que je pourrais avoir, c'est que l'enfant qui cède ne veut pas de conflit parce qu'il sait que le conflit peut retentir au niveau du couple. Par exemple. Donc il est celui qui cède parce qu'il a peur que l'enfant, s'il ne cède pas, il va y avoir conflit. S'il y a conflit, il va y avoir à un moment retentissement du conflit au niveau du couple. Et ça l'angoisse tellement de voir ce conflit au niveau du couple qu'il préfère céder. Parce que lui, il est dans l'interprétation du conflit du couple comme étant une possibilité de rupture, ce qui n'est peut-être pas du tout le cas. Enfin, il va voir, le père va dire, mais bon, ok. Mais en vérité, ça s'arrêtera là.
Mais lui, peut-être que dans son imaginaire d'enfant, oh là là, j'avais fait une conférence un jour sur mes parents divorcent. C'est pas sur les parents qui divorcent, c'est sur l'enfant qui est persuadé qu'ils vont divorcer parce qu'il est dans l'interprétation. Donc cet enfant-là, donc là je parle plus maintenant de votre cas, mais ça pourrait être une des lectures. Une autre lecture, c'est l'enfant qui pense qu'il ne peut avoir de place que s'il cède. Donc il risque de rentrer un jour dans ce qu'on appelle la pathologie du faire plaisir. Et dans lequel, au fond, il n'existera jamais lui, puisqu'il n'existera que parce qu'il donne aux autres. Et ça, au niveau d'un couple, c'est pas simple. Parce que dans un couple, vous avez ce qu'on appelle des droits politiques. Vous n'êtes pas là que pour donner, mais vous devez recevoir. Vous n'exigez pas, mais vous avez besoin de recevoir. Alors ça, c'est un enfant qui risque à un moment d'oublier qu'il a besoin de recevoir, et c'est pas avoir des retentissements. En dehors de ça, et celui à qui il cède, celui-là, il devient le Félix des autres de ses bois. Comment vous lui apprenez à gérer la frustration? Je comprends que c'est la solution la plus simple, et moi, en tête, j'aimerais la faire. C'est normal. Il y en a un qui cède, etc. Mazal tov, c'est plus calme. Donc, c'est évident qu'on a envie de choisir cette solution. C'est tout parent qui se respecte veut une solution pareille. On choisit la solution de facilité. Mais c'est une facilité à l'instant T, mais nous, on doit réfléchir à ce qu'on construit à terme. Or là, c'est un enfant qui ne gère pas sa frustration. Et on doit l'aider à cela. Et ce n'est pas simple, parce que dans sa nature, c'est pas quelque chose de facile. Donc, il ne faut pas non dire, je suis désolé. Je suis désolé. Non, c'est comme ça. Et pourquoi? Il y en a marre, il vous raconte. T'as envie de crier, t'as envie de hurler, c'est ton problème. De toute façon, ça change rien, mon petit chéri. Et c'est comme ça. Et je vous assure, il ne va pas vous lâcher. Surtout si, en l'occurrence, il a pris une habitude, il va dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est comme les gosses qui, à 2 h du matin, voient que quand ils crient, on ne vient plus. Ils augmentent la sono. Attends, c'est quoi cette histoire? Je crie, tu viens plus. Mais tu viens? Mais non, c'est terminé. À un moment, vous le faites passer. Alors, faites ça en douceur, mais vous lui rendez au fond le plus grand service. C'est-à-dire, dans ce genre de choses, n'oubliez pas qu'on leur rend le plus grand service. Parce qu'un ado qui ne sait pas gérer ses frustrations, ou un adulte qui ne sait pas gérer ses frustrations, mais c'est une souffrance. Parce que vous aurez toujours d'autres qui ont ce que vous n'avez pas. C'est la réalité de la vie. Donc à partir de là, c'est maintenant qu'il faut l'aider à ça. Donc sachez que dans ce qu'il exprime à travers une colère, une souffrance, nanana, vous l'aidez de manière incroyable. Seulement à cet instant T, c'est compliqué et il faut le gérer. Et je comprends que c'est pas simple, surtout s'ils ont de fortes personnalités. C'est là où en effet, au niveau du couple, on doit se tenir fort l'un avec l'autre parce qu'on sait où est l'enjeu. L'enjeu, c'est pas le carreau de chocolat. L'enjeu, c'est apprendre que c'est comme ça. Et c'est pas grave. Voilà, quelques points de réflexion. Mais bon, si vous avez fonctionné comme ça, ne vous en angoissez pas, parce que on a tous tendance, normalement, à vouloir faire ça. Et si, dans la maison, il y a une ambiance un peu compliquée, on va dire, sans qu'elle soit dramatique, on préfère ne pas la compliquer plus. Donc on choisit les solutions pour aplanir. Ce qu'on appelle soulever le tapis. Et on met en dessous du tapis. Mais bon, à un moment, le tapis, il va se lever tout seul. Alors, mieux vaut qu'il n'y ait pas trop de choses en dessous, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant d'en parler au niveau du couple. De dire à son conjoint pourquoi on va fonctionner comme ça. Et dire, je sais que ça va être plus compliqué pour nous, mais néanmoins, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il est bon qu'il s'habitue à que chaque fois qu'il n'a pas ou qu'il voudra avoir, il l'ait? C'est tout, faut bien montrer où sont les enjeux et pourquoi on le fait. Parce que sinon, on va dire, ah, tu ne peux pas aller, d'accord, lui il veut, alors laisse. Non. Non, non. Mais ça va, il a dit qu'il est d'accord. Non. Tu es devant, tu restes devant. Je vous parle d'expérience, hein. Je sais parfaitement ce que c'est. Mais arrête, enfin là, je ne parle pas du tout de ce que mon épouse disait, mais d'expérience, on a envie, voilà, ça va. L'autre il a dit, c'est pas grave, je sais. Non, mon chéri. Non. Et après, on s'adresse pas à celui qui est devant, on dit, je suis désolé, t'es derrière, c'est comme ça. On leur rend un service. Rappelez-vous qu'on leur rend un service. Oui. Et quand pour poursuivre le chemin de la dame, et quand la réaction du dernier à qui on a refusé parce que,
pour la jalousie du deuxième, part en boudant ou prend en otage, dit non je mange pas, non je fais pas ça, non je Ah fais mais pas c'est ça. sans problème, non? Est-ce qu'on l'accompagne dans sa démarche et tu veux bouder, eh ben je t'amène dans ta chambre, tu restes. Ah non, moi je... Non, attendez, déjà qu'il veut bouder, laissons-le bouder tout seul. Vous savez, à ce niveau-là, ça va. Moi je l'accompagne au contraire, je l'accompagne dans sa démarche. Vous avez boudé avec lui? Non, non, je l'amène. Vous m'avez offert ça sur un plateau d'argent, je sais pas si. Je suis désolé. Il a écouté tout seul. Oui, bon, ça, à la limite, c'est pas un problème. Si vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire, faites-le. Sur le point, il n'y a pas de grande différence. Mais l'envie de bouder, je le comprends. Moi, je les comprends. L'enfant il dit ouais, j'en ai marre, je me d'accord, mais je vais bouder. Je dis je te comprends. Je comprends qu'en effet, tu aurais voulu, mais c'est la vie. Moi, je le comprends. Mais et attendez, c'est normal d'avoir envie de quelque chose qui nous fait rêver, que l'on n'a pas, alors que l'autre a, c'est normal. Il faut grandir. Attendez, quand... Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, bloqué à l'aéroport, machin, etc., dans le lounge. Ben, je vous assure qu'être bloqué dans le lounge de Tel Aviv, plutôt que d'être bloqué sur les petits bancs là-bas, c'est plus agréable. C'est vrai. Oh, j'aimerais bien. J'ai pas un petit copain qui peut m'inviter là-bas maintenant? C'est vrai. C'est sûr. Nous. Ben, c'est pas grave. Mais à un moment, je suis désolé, moi je me suis retrouvé bloqué dans des aéroports. Ben, parfois, j'avais un copain qui avait accès, et donc il a le droit de m'inviter, il m'a invité, j'étais très heureux, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable et agréable. Et parfois, j'avais pas. Bon, et je voyais ceux qui rentrent. Non. Ben non, c'est comme ça. Mais c'est évident que je ne vais pas dire, oh non, non, moi, non, je suis pas en rêve, non, je suis très bien sur mon petit banc. Hein. C'est pas vrai. Il faut accompagner, comprendre. Et leur dire, mais c'est comme ça. Et à partir de là, bon, ben, et l'enfant apprend à se construire. Il s'agit de sa construction ici. Oui, autre question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des bienfaits certains enfants et pas avec d'autres. Pardonnez-moi juste. Vous avez parlé des bienfaits avec certains enfants et pas avec d'autres. Oui. Mais un enfant de 3 ans, comment vous voulez qu'il comprenne que les parents ils sont bien plus forts avec un plus grand ou un plus petit? Tous les petits, il ne se rend pas compte. Pour lui, il a l'impression qu'il est moins. Alors, justement, il faut comprendre que l'enfant va percevoir ce que vous ressentez vous à l'intérieur. La magie de l'enfant, c'est que l'enfant perçoit, nos enfants sont des buvards, ils absorbent ce qui se passe et pas nécessairement ce qui se dit ou ce qui se fait. Et là-dessus, si vous, dans votre tête, en tant que parent, vous êtes clair, l'enfant le perçoit, clairement. On oublie que l'essentiel, au fond, dans l'univers de l'émotionnel, c'est aussi ce que l'on ressent profondément, qui va passer par autre chose. Bien sûr qu'il va passer par des mots, par des attitudes, mais c'est ça qui est essentiel. Il ne faut jamais se faire de soucis par rapport à ça. Jamais. Bien sûr, si un est complètement délaissé, alors oui, mais si dans notre cœur, on se sent proche de nos enfants, parce que ce sont nos enfants, mais que vis-à-vis d'un, il y a une relation particulière, et l'enfant plus jeune, il se rend compte qu'il y a une relation, parce que c'est lui qu'on met sur les épaules le soir. C'est pas sa petite sœur, c'est pas sa grande sœur de 12 ans. Hein. C'est à ce genre de choses qui va. Attendez, parce que c'est ça, hein. Attendez, qui a le privilège d'aller embrasser toutes les mezouzotes de la maison sur les épaules de son père? Mon fils de 15 ans, je le balade plus. Hein. Par contre, le petit de 8-9 ans, lui, il peut. Hein. Ben oui. Voilà, c'est... Mais il faut se rappeler de le faire, quoi. Et c'est là où il voit que même si je vais rester pendant 2 heures avec l'autre en train de parler, mais il se rend bien compte que lui, il a une histoire particulière avec moi. Sur mes épaules. Et il va se balader dans toute la maison, passer à toutes les mezouzotes. C'est un grand jeu au niveau des enfants. Voilà. C'est sûr que si on oublie de faire quelque chose par rapport à la spécificité de l'enfant, alors là, ça sera plus compliqué. C'est clair. Oui.
Je sais que tu connais. On parle pendant toute jalousie, mais est-ce qu'on va s'impliquer le défaut de jalousie? Par exemple, si un enfant n'exprime jamais de jalousie à la naissance d'un autre enfant, s'il n'y a pas cette jalousie-là, on l'attendrait dans cette circonstance, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas? Alors, s'inquiéter, non. Avoir une petite vigilance, oui. Il y a des enfants qui pensent que pour pouvoir être acceptés, il faut qu'ils soient parfaits. Pour de multiples raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants parfaits, mais parce que pour eux, si on n'est pas parfait, on n'a plus le droit d'exister, ou en tout cas, on n'a plus de place. Il y a un texte de la Gemara qui est très surprenant. Je ne sais plus si c'est un texte de la Gemara ou pas, donc j'ai peur de dire une bêtise. Des Chazal. Je ne sais plus si c'est de la Gemara ou pas. Je crois que oui, mais j'ai peur de dire une erreur. Qui dit qu'il faut trouver un truc, un moment pour punir l'enfant. Il faut trouver une situation. Alors, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi? Parce que l'enfant doit savoir qu'à un moment, il peut avoir fait une bêtise, donc il a été sanctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne l'aime pas. Un enfant qui voit qu'à un moment il a fait une erreur, qu'on l'a sanctionné, donc on lui a signifié qu'il y avait une erreur, parce que la sanction c'est pour lui signifier quelque chose, c'est pas pour lui faire mal, c'est pas pour se venger. Et malgré tout on l'aime. Donc il faut juste avoir une vigilance, c'est de réfléchir si cet enfant au fond ne pense pas que dans la vie, si on n'est pas parfait, alors on ne peut plus être aimé. Voilà, donc c'est le point sur lequel je vous demanderais de réfléchir par rapport à ça. Mais c'est pas obligatoire, il y a des enfants qui ont une nature comme ça, ils sont très heureux avec ce qu'ils ont, tout va bien, ils sont très contents quoi. Il y a aussi des natures comme ça, ils n'ont pas beaucoup développé cette notion de jalousie. Mais je demande d'avoir juste une petite vigilance et d'essayer de voir si au fond cet enfant ne pense pas que sa place est conditionnée par son attitude. Et ça peut se voir peut-être dans l'univers familial, si l'univers familial fonctionne peut-être comme ça. Oui. Je vais revenir sur le phénomène d'avoir une relation particulière avec un enfant. Oui. Parce que quand même, on devrait essayer de travailler là-dessus, sinon on risque peut-être de développer de plus en plus cette relation avec l'enfant. Alors, je reviens à nouveau sur ce que j'ai dit. Chaque enfant on a une relation personnalisée avec chaque enfant, mais avec certains on se sent plus proche. C'est normal. C'est-à-dire, à un moment, il y a un fils, il y a une fille avec lequel on se sent en phase, avec lequel on partage des choses et on ne peut pas les partager avec l'autre. Parce qu'il y a des degrés de maturité. Vous verrez quand, enfin, vous avez sûrement déjà des grands enfants, mais à un moment, voilà. Il y a certains qui on peut faire plus confiance, à d'autres moins confiance, pour l'instant. Il y a des enfants à 15 ans, on peut leur faire une totale confiance. Et donc, il y a d'autres et c'est pas encore. Donc, c'est évident. Seulement, eux, par contre, celui à qui on ne peut pas faire totalement confiance, il y a d'autres points sur lesquels il y a une relation particulière. Et c'est ça qu'il faut dire. Chaque enfant doit savoir que lui c'est un spécialiste. C'est-à-dire, il y a un problème... Attendez, nous à la maison, il y en a un, son frère l'appelle des États-Unis pour lui dire « J'ai un problème technique à gérer, peux-tu m'aider ?» Et il sait que quand il y a un problème technique, il est le sauveur. Et il y a d'autres choses sur lesquelles il sait que, bon, on ne lui demandera peut-être pas nécessairement son avis. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il sait que là-dessus, on le regarde avec des grands yeux, il va dire comment il est super capable de faire des trucs. On le regarde comme ça. Parce que bête. Ça lui suffit amplement. Et ça, il faut à un moment, si on sait faire émerger la génialité de chaque enfant sur un point particulier, donc il ne verra pas dans la relation particulière qu'on a un par rapport à l'autre, l'expression d'une préférence. C'est tout. Après, bien sûr, il y a des enfants avec lesquels le contact est plus simple, qu'on comprend. On a tous, en tant que parents, des enfants qu'on gère, mais avec une facilité déconcertante, parce qu'on sait comment ils fonctionnent, parce qu'on fonctionne de la même manière. On les connaît de l'intérieur, parce que c'est nous. Et d'autres, on est là, c'est une énigme. On comprend rien. Alors avec un peu de chance, notre conjoint comprend.
C'est super rigolo d'un coup, parce que parfois on voit bien que l'épouse a un contact avec certains hommes, mais c'est d'une facilité déconcertante, et d'autres, c'est complètement aucun rapport. Et nous, c'est le contraire. Et puis d'autres pour lesquels, on ne sait pas trop. Mais c'est pas grave. Et c'est là où il faut travailler sur la notion de créer un lien particulier sur leur dimension de génialité. Et c'est normal. Il y en a certains, attendez, c'est facile, d'autres. Et les enfants s'en rendent compte, ils le savent, mais à un moment, s'ils voient que sur d'autres points, on les considère comme étant le phénix des os de ces bois béhémètres, parce qu'ils le sont, alors il n'y a aucun problème. Si on oublie de le faire, là c'est très difficile. Et c'est là où en effet vous avez les problèmes de jalousie dans le monde adulte. Et souvent les parents qui ont voulu gérer le problème des jalousies en étant le même, après les enfants grandissent et lui tu lui as donné 20 275 € à l'occasion de son mariage alors que moi tu m'as donné que 20 223. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, quand cette jalousie émerge, vous avez en plus à côté un conjoint qui attise le feu, qui souffle. Et alors là, je ne vous raconte pas. Moi, je me suis retrouvé dans des histoires de conflits dans les familles, mais attention, les gens parlent sur eux. Des adultes, Bac plus 12, aussi bien dans l'univers de la yeshiva que dans l'univers des universités. C'est valable partout. Ça permet d'avoir des grandes barbes, de la grande religion, ou alors des grands postes à responsabilité, mais vous avez l'impression que vous êtes devant un univers d'enfants. Et c'est des guerres, mais souvent pas du tout visibles. Mais c'est l'horreur. Parce qu'on ne leur a pas laissé, pardonnez-moi l'expression, se casser la figure quand ils avaient 8 ans. On a toujours voulu tout aplanir, la même chose. Alors, il n'y avait aucune raison de se battre, puisque c'était systématiquement le même carreau de chocolat. Mais à un moment, donc ça veut dire que il faut toujours la même chose. Et donc après, c'est l'interprétation. Combien de fois vous êtes venu? Et lui, à la naissance, vous lui avez offert 2 pyjamas roses. Attendez, des trucs puérils. Vous êtes en français dans le texte, MDR, quoi. Les jeunes comprennent. Mais vous êtes là, que se passe-t-il? Après, comme l'autre, on n'a pas l'âge de ses artères, on a l'âge de ses projets, donc sera jeune celui qui veut. Mais c'est incroyable. Et c'est presque pathétique. Parce que malheureusement, pour des raisons qui sont les leurs, les parents ayant besoin d'une forme d'image très idéalisée de la famille, ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de jalousie, et donc les ont empêchés de vivre. Et donc leur ont appris que dans la vie, tout doit être égal. La pire des choses. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde fait des erreurs, en tête. Autre question, et après on conclut. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'était important de faire des compliments à un enfant. Mais, un conjoint aussi. Bien, oui. Mais est-ce que c'est bien d'en faire devant les autres à chaque fois Alors, on en fait devant les autres, et en plus les autres participent. Je veux dire, une famille construite, c'est une famille dans laquelle c'est les enfants qui font un compliment à l'autre enfant. Ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à ça, je vous dis tout de suite. C'est un travail qui prend des années, jusqu'à ce qu'à un moment vous ayez des enfants qui disent à l'autre « Je te félicite, c'est super ce que tu as fait, c'est génial ». Ça, c'est la dimension aboutie d'une relation qui parfois arrive à l'âge adulte. Quand on arrive à dire à l'autre « Écoute, je suis impressionné par ce que tu fais, vraiment c'est extraordinaire ». Parce que justement, il n'y a plus aucun enjeu dans la relation. Et ça ne se passera parfois qu'à l'âge adulte. Ça, c'est un vrai travail en profondeur dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses. Par contre, on doit s'habituer à faire applaudir au moins physiquement, bravo, clap, 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 les enfants par rapport à ça. Surtout, alors on dit, hey, vous avez vu, c'est super, hein, il a réussi à ça, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, mais il faut que ça se passe pour tout le monde. Même si les autres, alors parfois ils vont dire, ouais, c'est nul. Ouais, mais moi aussi. D'abord, je ne suis pas sûr que c'est si nul que ça. Et en tout cas, moi, je suis super fier de lui. Donc, vous cassez tout dans l'œuf, et c'est bon. Il ne faut pas avoir peur à un moment, parce que les autres, c'est classique. Ouais, c'est nul. Et alors, c'est normal. Moi aussi, j'aurais fait la même chose.
J'en suis sûr, mais lui l'a fait, que la cavode. Voilà. N'oubliez pas qu'à un moment, il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de ces réactions qui nous stressent. Après, ça fait de la peine. Comme j'ai dit, pardon ? C'est un sentiment de peine, quoi. On a peur de faire de la peine à l'autre. Mais on ne fait aucune peine. Arrêtons de... Là, on est dans un univers de fantasmes. Vous savez, dans les cours, j'ai pas le temps systématiquement de vous citer d'où proviennent en vérité ce que je vous dis. C'est ce que j'ai reçu de mes maîtres, chose que j'ai pu réfléchir. Mais là, et il y a des sources. Lorsqu'on apprend ça, dit le texte. Le rabbi de Kotsk dit, quand les explorateurs arrivent et disent, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et ainsi nous apparaissions à leurs yeux. Le rabbi de Kotsk dit, c'est de la manière dont je me vois que j'apparais aux yeux de l'autre. Et par extension, c'est la manière dont je pense que les choses se passent, qu'elles risqueront de se passer. Si je suis persuadé que l'enfant va avoir de la peine, il va avoir de la peine. Mais il n'y a pas de raison qu'il ait de la peine. Pourquoi tu veux qu'il ait de la peine? Il n'y a pas de raison. Il va dire, c'est normal. Ah, ça a bien réagi là. Il va dire, c'est normal. C'est normal. Mais il fait son job. Un enfant qui dit, ouais, je suis pas d'accord, t'es pas gentil. Mais moi, je connais pas l'enfant qui dit, il a reçu plus, je l'accepte, je comprends que c'est juste et que chacun aura son tour. Là, je m'inquiète. Donc lui, il fait son job, mais ce n'est pas signifiant d'autre chose que juste le problème de comme moi, quand je vois l'autre dans sa grande voiture et que moi, je suis dans ma petite voiture et que lui, il a la clim et que moi, j'ai pas la clim et que j'ai le chaud alors que lui, il est bien. C'est la même chose. C'est la même chose. Il ne faut pas être... Mais les enfants savent jouer. Je suis un malheureux. Je suis très triste. Il faut qu'on reçoive, on dit, je comprends que ça t'embête. Et on s'arrête là. On va pas se la jouer, t'es pas très triste. Mais bon, mais que ça t'embête, c'est normal. C'est normal. Il a eu plus de glace à la fraise. C'est normal. Oui, une, deux, et puis après vraiment il faut arrêter. Oui. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, évidemment. Mais j'ai juste encore quelque chose qui me chiffonne par rapport aux aînés. Les aînés, on se fait la main sur eux, et qu'est-ce qu'ils ramassent? Donc pour eux, ce ne sera jamais la même... Ah, mais chez nous, ils me l'ont dit, hein. Et nous, à notre époque, je leur dis, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, faut payer. Vous avez payé pour les autres. Ah oui, je compatis avec eux. Ah, je compatis. On leur dit ça tout simplement. Ah oui, je compatis, oui, vous avez raison. À notre époque, quand vous étiez petit, nous, on pensait qu'en effet, il fallait tous les soirs être au lit à 19h. Et on oubliait que de temps en temps, on avait le droit de faire une permission jusqu'à 20h. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était toi qui allais être le sparring partner de l'éducation des autres. Mais oui, mais c'est vrai. Vous croyez qu'ils ne le disent pas, nos enfants? Mais c'est sûr qu'ils le disent. Mais c'est vrai. Et alors? C'est ça la vie. La vie, c'est qu'à un moment, eh bien, en effet, au fur et à mesure que l'on avance, on a de plus en plus d'expérience. J'en ai un jour, il m'a dit, papa, c'est encore le temps. Parce qu'il dit maintenant, depuis le temps que tu donnes des cours, eh ben, tu connais comment on fonctionne et je vais plus pouvoir faire toutes les bêtises que je veux. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Tes frères ont plus de chance. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut reconnaître ses erreurs. Ah, il m'a dit, tu te rends compte un petit peu, etc. Je lui ai dit, tu as raison. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte. Et c'était une erreur. C'est vrai. Bon, maintenant, ça fait partie de la vie. À un moment, il faut accepter. On pensait que, et c'est vrai, on n'avait pas ce moment-là l'expérience qui nous amenait. Je vous donne l'exemple la plus simple. Je vais vous parler d'un truc perso, mais bon, qui peut arriver chez tout le monde. Quand notre aîné arrivait, mon épouse travaillait. Donc à partir de 3 mois, il s'est retrouvé à la crèche. Et on a fait l'erreur des jeunes parents qui se sentent très coupables d'abandonner leur enfant et qui le soir, donc pour compenser, lui laissent faire ce qu'ils veulent. Pire, des catastrophes. Parce qu'ils pensent qu'après qu'il est le roi du monde. Il a fallu récupérer le dossier. Le 2, le 3 et le 4, et les autres après, eux, on savait. Donc bien sûr, oui. Donc lui, c'est clair qu'il s'habituait, je suis le roi du monde, donc tout m'appartient. Normal. Donc le travail à faire était beaucoup plus compliqué que pour les autres. C'est une erreur. On l'a faite. Avec d'autres. Comme ça.
C'est à un moment, ça sert à rien ni de se défendre, ni de se disculper. On doit accepter. Au modé, celui qui est modé, qui reconnaît Vosev et qui essaie d'abandonner, de lui on peut avoir pitié. Il y a un enfant préfère qu'on lui dise tu as raison, c'est vrai. Ou alors, ouais, à notre époque, vous étiez. Il faut dire, tu as raison.